Salut Anne-Laure, Salut. bienvenue. Merci. Je suis hyper contente d'être à Paris. Mon premier podcast en français. Oui, parce que toi, tu habites plutôt à Londres, c'est ça? Oui, ouais. Alors, raconte un petit peu à nos auditeurs un peu ta carrière. Moi, je t'ai invité, donc attends, je vais quand même leur dire. Je t'ai invité parce que tu as écrit un livre qui s'appelle Tiny Experiment. Je connais pas le titre en français d'ailleurs. Alors, c'est Petites expériences pour vivre en grand. Ok, Petites expériences pour vivre en grand. Donc, tu as écrit ce livre en Angleterre, dans le monde anglo-saxon. Toi, tu as fait plutôt ta carrière aux États-Unis et en Angleterre. Et il a cartonné. Moi, je te suis sur Instagram à la base et j'ai trouvé ça hyper intéressant, tout ce que tu postais. Et donc, je t'ai écrit, je me suis dit, elle s'appelle Anne-Laure Lequinf, elle doit être française. Je t'ai écrit en disant, est-ce que tu fais des podcasts en France et on se retrouve ici aujourd'hui à l'occasion de donc, la sortie de ton livre en français. Oui, donc c'est pour ça que je suis à Paris à la base. Et je suis vraiment ravie que tu m'aies écrit et que tu m'aies contacté pour qu'on fasse ce podcast ensemble. Parce que je suis de Paris à la base. Donc c'est un peu spécial pour moi d'être de retour pour le lancement du livre. Ma mère, elle parle pas anglais. Donc ça va être la première fois aussi qu'elle va pouvoir découvrir mon travail. Donc ouais, merci. Je suis très contente. Raconte un petit peu, donc toi aujourd'hui, tu es neuroscientifique. Comment tu es arrivée à écrire ce livre? Un petit peu ton parcours Alors moi, j'ai commencé ma carrière à Google à la base. D'abord en Angleterre, puis aux États-Unis. Et c'était vraiment à l'époque, j'avais une vingtaine d'années et c'était le job de mes rêves. Vraiment, Google à l'époque, ça faisait vraiment rêver. Je pense que ça fait encore rêver d'une certaine manière, mais à l'époque, il y avait encore cet esprit start-up, très, très innovant. C'était en quelle année? J'ai commencé à bosser là-bas en 2013. Oui, c'est vrai que c'était la grande 2012-2013. Ouais. Et j'ai commencé en stage, puis j'ai rejoint en full-time. Et je me réveillais tous les matins en me disant, il y a quelqu'un qui va se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. Quoi, c'est le syndrome de l'imposteur? Le truc typique, mais sauf que maintenant je sais ce que c'est, je connais le terme. À l'époque, je connaissais pas du tout ce terme, c'était pas vraiment un terme qu'on utilisait. Et je me disais, quelqu'un va se rendre compte, erreur de recrutement, elle n'a pas le niveau. Je trouvais tout le monde tellement brillant, tellement intelligent, et je me disais, je vais me faire choper, je vais me faire virer. Mais donc sur le moment, ce que tu dis quand tu dis je connaissais pas le terme et tout, moi j'aime bien dire c'est le moment où tu croyais ton cerveau quand il te sortait ce syndrome-là, tu étais en mode c'est vrai, quoi, c'est vraiment ça. Oui, complètement. Et du coup, ma réponse à moi, ma réaction, ça a été de dire oui à tout, à absolument tout. Donc, on venait me voir, on me disait « j'ai besoin d'aide avec ce projet, ce truc un petit peu dernière minute. Est-ce que je peux avoir ton avis là-dessus? Est-ce que tu es dispo demain pour une présentation, etc. » J'étais vraiment madame yes, à absolument tout, d'une manière complètement intenable. Un moment, je suis partie aux États-Unis pendant une semaine pour une formation avec Google. J'ai décidé de continuer à travailler les 2 fuseaux horaires, Angleterre et San Francisco, en même temps. Donc, tu t'imagines très peu de sommeil. Je me suis retrouvée pendant un meeting où j'avais un projet de recherche que je présentais, un collègue qui m'a fait une petite critique. J'ai fondu en larmes. Oui. J'ai dû faire semblant que le Wi-Fi fonctionnait pas pour arrêter le call. Et donc, ça a été un moment, la vie que je vivais à Google, où extérieurement, ça avait l'air super. J'adorais mon travail, mais vraiment, j'adorais mon travail de plein de manières, dans le sens où j'adorais mes collègues, j'adorais les projets, etc. Mais c'était devenu une obsession, ma priorité. Je pensais qu'à ça. Et voilà, très peu de vie sociale, je faisais que travailler. Tu faisais que travailler, tu dormais pas beaucoup, donc même le côté je fonds en larmes, physiologiquement, t'étais peut-être pas au max. Oui, mais j'avais pas du tout ni les connaissances que j'ai aujourd'hui, ni le recul, ni l'expérience. Et vraiment, du coup, je me disais que, en fait, oui, encore une fois, c'était moi qui n'étais pas à la hauteur. Parce que les autres n'avaient pas l'air de craquer comme ça. Donc, et à côté de ça, je performais super bien. J'ai été promue plusieurs fois de suite, etc. Donc, en plus, derrière, tu as les signaux externes qui te disent que, continue. En fait, c'est difficile, mais ça fonctionne. Et un jour, et c'est pour ça que je suis autant passionnée du travail que je fais aujourd'hui, parce que moi, j'ai eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que ça a été un peu l'électrochoc. Et c'est dommage, en fait, je trouve, de devoir attendre d'avoir ce genre d'électrochoc pour se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas. Moi, mon électrochoc, ça a été un matin, je me brossais les dents, j'étais devant le miroir, et je me rends compte que tout mon bras est violet. What? Ouais. Ok. Donc déjà, ça montre à quel point je faisais pas attention, parce qu'il n'a pas dû passer de normal à violet en une nuit. Ça a dû être un peu progressif, mais là, vraiment, c'était très visible.
Et du coup, j'étais à Mountain View, donc le QG de Google. Et donc, j'étais là-bas à l'époque. Il y a une infirmerie sur place. Donc, je vais à l'infirmerie de Google, je leur montre mon bras. Ils me disent, là, hôpital, tout de suite. Donc, je vais à l'hôpital de Stanford. Et pareil, je leur montre mon bras. Et là, les docteurs me disent, faut opérer le plus rapidement possible. Il y a un caillot et il y a un énorme risque qui se déplace vers les poumons. Il faut opérer. Et je réagis comment ? Je dis, oui, 2 minutes, je vais juste regarder mon calendrier. Ah, et t'étais encore à fond dans le truc, quoi. Ah non, mais... Ouais. Et c'est là où ça a été le moment un peu, voilà, cet électrochoc, où t'as quasiment cette expérience, tu sais, où tu te vois de l'extérieur faire quelque chose de tellement absurde que tu te demandes c'est qui cette personne ? Qui est cette personne qui a cette réponse ? Comme quand tu regardes un film et que tu as envie de secouer le héros en disant hey, « regarde derrière toi », ben là, c'était la même chose. Je me suis dit, c'est dingue quand même. On me dit, question de vie ou de mort, faut que tu te fasses opérer le plus rapidement possible. Et moi, je pense à ma to-do list et au fait qu'il faut absolument que je vois où est-ce que je peux caser ça dans mon calendrier. Attends, j'ai 2 questions. On revient un tout petit peu en arrière. La première, c'est est-ce que tu avais déjà eu ce genre de comportement, par exemple, pendant tes études ou quoi ? Parce que là, c'est quand même, j'ai l'impression que c'est assez extrême. Et la deuxième question, c'est chez Google, tu n'avais pas un N+1, un RH, etc., qui avait vu des signaux que toi, peut-être, tu voyais, tu essayais de cacher, parce que je comprends, de l'extérieur, ça avait l'air d'aller bien, mais qui avait quand même vu des signaux, parce que moi, l'image que j'ai de l'extérieur, j'ai jamais bossé chez Google, c'est ils sont plutôt assez attentifs à tout ça. Ouais, non, super bonne question. Est-ce que ça m'est déjà arrivé ? Non, ça m'était pas arrivé. J'ai eu relativement, j'ai la chance d'avoir pas mal de facilité à l'école, donc j'ai jamais poussé très très dur non plus. Et c'était la première fois. C'est peut-être aussi pour ça que j'étais pas équipée pour, mais où je me disais, waouh, le niveau, je suis pas au niveau. Et donc c'était vraiment la première fois où je me disais, je suis vraiment pas au niveau. Et à l'école, c'est pas que j'étais bonne à tout du tout, mais j'étais bonne aux choses que j'aimais bien et suffisamment pour que ça soit jamais un problème. Donc non, c'était la première fois. D'où le manque d'outils, je pense, et d'où aussi la réponse un peu extrême. Et en termes de management, Google, c'est vraiment une super boîte quand il s'agit des managements d'objectifs. Santé mentale, c'est assez récent quand même. Et non, il y a plus de 10 ans, pas tant que ça, en fait. Et c'était vraiment le cas en tech en général. Alors déjà, en tech en général, pas qu'à Google, mais des startups, Silicon Valley, etc. Il y avait vraiment cette idée de move fast, break things, de hustle culture, etc. Ouais. En fait, c'était quasiment un badge d'honneur. Oui, d'être à la limite du burn-out. Non, mais c'est ça. Alors que c'est vrai que c'est plus récent, ces dernières années, c'est plus à la mode. Justement, moi, je suis à fond dans les sujets de longévité. Ouais. Voilà, maintenant, les start-upers de la Silicon Valley sont à fond là-dedans. Oui. Mais c'était pas le cas à l'époque, effectivement. Pas du tout. Et d'arriver le matin avec des énormes cernes en disant j'ai pas dormi de la nuit, mais j'ai réussi à boucler le truc. C'était stylé. C'était stylé à l'époque. Or qu'aujourd'hui, on te dirait ouais, à la limite, peut-être que peut-être que tu gères pas ton travail correctement si tu te retrouves à faire des nuits blanches. Aujourd'hui, on le verrait plus comme ça. Oui, c'est vrai que ça a changé. Mais du coup, ce que j'entends aussi dans la réponse à ta première question, ça m'est jamais arrivé avant parce qu'à l'école, ça se passait bien. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, dans ta vie, tu te sentais à la hauteur. Tu te posais pas trop la question, mais en tout cas, tu avais... Et là, tu arrives dans un truc où tu te fais une histoire que les autres sont meilleurs et que toi, tu n'es pas au niveau. Donc, ça veut dire aussi que le syndrome de l'imposteur peut nous toucher à des moments alors qu'il ne nous avait jamais touchés. C'est pas genre quelque chose qu'on se traite depuis l'enfance, forcément, quoi. Oui, et puis moi, je pense qu'il disparaît vraiment jamais. Et il n'y a pas forcément besoin qu'il disparaisse, en fait. Ce qui est important, ensuite, c'est la réponse qu'on a. Moi, aujourd'hui, et j'en suis hyper heureuse, je passe 90% de mon temps dans des meetings où je me dis, mais tout le monde est 10 fois plus intelligent que moi. C'est qui ces têtes ? Et aujourd'hui, ça m'excite en fait de penser à ça, de dire je sais pas, en français on m'a dit qu'il faut pas dire ça m'excite, c'est pas pareil que en anglais. T'inquiète. Un peu d'excitation n'a jamais fait de mal à personne. Exciting. Je trouve ça très enthousiasmant d'être entourée de personnes que je trouve très intelligentes et où je me pose souvent la question de me dire est-ce que je suis à la hauteur ou pas. Et je vois quasiment ça en fait comme un moteur créatif. Ça me donne envie de continuer à lire, à apprendre, à grandir. Et donc, je pense pas que c'est forcément une mauvaise chose de se retrouver dans des environnements où on a un peu ce questionnement de se dire mais c'est qui toutes ces tronches Moi, je suis là. Moi, je suis là. Sauf que derrière, on peut soit y répondre en se disant, quasiment se flageller en se disant quelqu'un va se rendre compte, je suis un imposteur, du coup, il faut que je travaille 10 fois plus dur. Ou
Moi, ce que je me dis maintenant, c'est que si ces personnes m'ont invitée à la table et que je les trouve si intelligentes que ça, en fait, je vais respecter leur intelligence. Tant qu'elles sont contentes que je sois là, j'y suis. Moi, quelle chance d'être là. Je vais en profiter. Je vais grandir, etc. Donc, d'un, oui, ça peut nous arriver à tout moment. Et de deux, je sais même pas si complètement se débarrasser de ce sentiment, si c'est vraiment désirable, en fait. Par contre, voilà, travailler sur la réaction, c'est ça. Ok. Parenthèse fermée, donc on revient dans cet hôpital de Stanford où on te dit opération d'urgence et toi tu dis attends, j'ai un meeting important, je regarde mon agenda. Quoi. Voilà, c'est ça. Et au final, j'ai fait l'opération. J'ai à l'époque menti à ma manager, donc elle a découvert l'histoire d'ailleurs dans le livre, parce que à l'époque je lui ai dit j'ai une opération à faire, etc. J'ai quand même calé l'opération à un moment où tout le monde était en team meeting, off-site, donc quand même, je suis allée au bout un peu du truc, mais je l'ai quand même fait rapidement. Et puis j'ai continué à travailler, j'ai continué encore quelques mois, mais il y a quelque chose avait changé. Et vraiment, la personne qui est sortie de cet hôpital n'était pas la même que celle qui est entrée. Il y a eu vraiment un changement. Et encore une fois, c'est ce moment où le docteur m'a demandé et j'ai vu cette réaction. Je me suis dit, oula, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Limite, tu as vu la scène de l'extérieur en te disant, c'est ça. Comme tu dis, c'est qui cette fille qui répond. Voilà. Et est-ce que tu en parlais à quelqu'un, à des amis, à tes parents, à quelqu'un de confiance Est-ce que tu n'as pas eu quelqu'un qui, à l'extérieur, notamment au moment où tu te fais opérer, tout ça, qui te dit, non, mais là, il y a un truc qui ne va pas? Mais en fait, c'est un peu similaire à la question de la santé mentale dont on parlait tout à l'heure. Moi, je suis hyper heureuse de voir tout le changement qu'il y a eu, mais il y a eu un changement énorme dans les 10 dernières années. Moi, je suis même pas certaine, quand j'y repense, quand j'avais 20 ans, je sais pas si j'avais le vocabulaire, si j'avais même le langage pour être capable d'exprimer ce que j'étais en train de traverser. Je suis sûre que mes amis auraient adoré m'aider. Mais pour ça, il aurait fallu être capable déjà de faire un travail de processing de quelle était l'expérience, d'où vient le problème, quelles sont peut-être des solutions que j'ai envie d'explorer. Donc, toi, tu es dans le coaching, par exemple. Même moi, l'idée du coaching, c'était quelque chose dont j'avais pas particulièrement entendu parler à l'époque. Oui. Et puis à l'époque, on pensait que le coaching, c'était du bullshit, d'ailleurs. Oui, non, mais il y a eu une évolution énorme qui est très, très positive, c'est super. Mais non, donc à l'époque, j'étais déjà très jeune, très expérimentée, dans un milieu où mon comportement n'était pas considéré comme anormal du tout. Il était même encouragé, comme je te le disais. J'étais promue, promotion après promotion après promotion. Donc moi, en termes de performance, il y avait personne qui me disait « Oh, ça va pas ce que tu es en train de faire ». Et en fait, il y avait aussi ce côté, tant qu'on a un poulain qui fonctionne, on va pas trop non plus aller toucher et changer quoi que ce soit parce que ça marche. Ouais, c'est dingue. Comme tu dis, c'est la hustle culture à fond, quoi. Ouais. Ok, donc quelqu'un, quand même, tu dis la personne qui est sortie de l'hôpital était différente. Qu'est-ce qui se passe après? Ensuite, ça a été plein de petites choses et je sais que derrière... j'aurais pu avoir une histoire peut-être plus intéressante à raconter si je disais qu'il y avait encore eu un gros truc, mais non, en fait, il y a eu plein de petites choses. Et pour moi, le moment où ça a été vraiment le moment où j'ai fait non, mais c'est fini, c'est quand je suis rentrée en France pour Noël et il y a quelqu'un de ma famille qui m'a vraiment juste demandé et alors, comment ça va, toi? Et je sais pas pourquoi, mais ça a été la première fois de ma vie où j'ai vraiment réfléchi à la question. Comment ça va? Et au lieu de répondre ouais, ça va, et toi? Je me suis dit, en fait, ouais. Oui, bon, je suis pas ultra malheureuse non plus. Je gagne bien ma vie, je bosse sur des trucs intéressants, je bosse à Google quand même, donc on va pas se plaindre. Mais est-ce que je suis fondamentalement heureuse? Pas vraiment, en fait. Pas vraiment. Et j'ai posé madame au retour des vacances de Noël. Génial. Et après? Après, alors c'est là que c'est intéressant. Encore une fois, et quand j'ai écrit le livre, il y avait un peu la tentation de un peu arranger l'histoire pour la simplifier. Tu sais, tu veux que ce soit un peu plus punchy. Mais je me suis dit, non, je vais donner la vraie histoire. Ton éditeur t'appelle en disant, non, mais là, tu peux raccourcir cet endroit. Oui, c'est vrai. Et en plus, c'est drôle parce que moi, je pense vraiment qu'il y a le risque de se retrouver à répéter la même histoire ensuite et tu commences à te convaincre que c'est ce qui s'est passé. J'avais pas envie d'avoir ça avec le livre. Donc, en fait, non, j'ai vraiment gardé ce qui s'est passé. Je suis partie de chez Google. Là, l'histoire un peu clean, qui aurait bien fonctionné, c'est de dire, ça y est, illumination, j'ai enfin compris, me voilà, je vais vous expliquer. Pas du tout. Je suis retombée dans mes travers, entre guillemets, hyper rapidement, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté Google. Et je me suis retrouvée dans
un peu cette situation très inconfortable où d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais attaché énormément de mon identité à mon rôle, à mon travail à Google. Et d'un coup, on me demandait, tu fais quoi, etc. Pas de réponse. Hyper rapidement, j'ai fondé une start-up. Ouais. Pour avoir quelque chose à répondre, limite. Voilà. Ouais. Non, mais et pareil, je m'en suis pas rendu compte à l'époque. C'était la progression logique. Et quand tu disais aux gens, je suis partie de Google pour créer une start-up, on te répondait félicitations. Ouais. C'était la réponse automatique que tu Et avais mes de tout le monde. confrères et consoeurs VC Oui. disaient quand est-ce qu'on fait le premier seed round. Mais c'est ça, et tout le monde en fait t'encourage, te félicite, te dit quel courage, etc. Et en tant qu'être humain, cette recherche de validation par nos pairs, elle est très naturelle. Elle est très, très naturelle. Il faut faire un petit peu attention parce que souvent, en fait, elle peut guider nos décisions d'une manière qui n'est pas consciente. Moi, ça a clairement été le cas. J'ai fondé une start-up pour des raisons qui n'étaient pas les bonnes, en fait. Et du coup, j'ai tout fait by the book, comme ils disent. J'ai trouvé un cofondateur, on a monté la boîte, on a commencé à lever des fonds, etc. Et j'ai fait un accélérateur qui s'appelle Entrepreneurs First en Angleterre. Je crois que maintenant, ils sont un peu partout ils en sont Europe. À Paris, d'ailleurs. Ouais. Ouais. À l'époque, il n'y avait qu'à Londres. Et donc, ça s'est super bien passé pendant un moment, jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à lever le round à la fin de IF, etc. Bref, on s'est séparés avec mon cofondateur. Et pour la première fois de ma vie, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire après. Et je pense que ça a été le moment le plus libérateur de toute ma vie. Ça me parle. Dans quel sens ? Dans le sens où le moment où tu sors du truc tout tracé, qui était censé te rendre heureux, mais en fait, qui te rend pas heureux, et où tu te poses et tu te dis, en fait, c'est pas ça du tout, et tu sais pas ce que c'est. Et effectivement, l'espèce de soulagement, je l'ai ressenti aussi, et qui était bizarre. Il y avait une partie de mon cerveau qui disait, non, mais comment ça, t'es soulagée ? On est dans la merde, là, c'est pas ce qu'on veut faire. Et une autre partie qui était là, non, tranquille, laisse tomber. Oui. Et il y a beaucoup de personnes, je me rends compte, qui ont malheureusement pas, ou très tard, l'opportunité, en fait, de se retrouver complètement perdues. Et je pense vraiment que ça peut être une des plus belles choses qui puissent t'arriver dans la vie, de te retrouver complètement perdu. Il y a un mot en anglais, et à la base, en fait, c'était d'ailleurs le titre du livre, on l'a changé parce que personne ne connaissait le mot, qui est liminal. Donc, liminal, donc le même mot qu'on trouve dans subliminal, et qui veut dire l'entre-deux, la transition. Quand on est vraiment sur ce moment où on va changer, on n'est plus dans notre identité précédente, mais on n'est pas encore dans notre nouvelle identité. Donc, un exemple, c'est quand on a fini nos études, mais on n'a pas commencé notre premier boulot. Quand on est fiancé, mais pas encore marié. Peut-être quand on découvre qu'on va être parent, mais on n'a pas encore, les enfants ne sont pas encore arrivés. Donc, il y a ces moments d'entre-deux, en fait. Notre réaction instinctive en tant qu'être humain, quand on se retrouve dans ces moments d'entre-deux, c'est de vouloir en sortir le plus rapidement possible. Parce que c'est très, très inconfortable. Beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas ce qui va se passer. Incertitude pour notre cerveau, ça veut dire danger, donc voilà, on a envie d'en sortir. Et en fait, ce que j'ai réalisé depuis, c'est que ça peut être les moments les plus fertiles de notre vie en termes de se découvrir, de vouloir ce qu'on veut faire, de se découvrir soi-même, qui on est, ce dont on a envie, etc. Mais à l'époque, pour en revenir à ce moment dans ma vie, tout ça, je ne le savais pas. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait la start-up d'abord. Et c'est que quand je me suis retrouvée vraiment complètement perdue après la start-up et où je me suis enfin demandé, bon alors, OK, oublions la définition traditionnelle du succès, oublions Silicon Valley, oublions tout ça. Si je pouvais me réveiller tous les matins et faire quelque chose, et même si personne ne me regarde, tout le monde s'en fiche, c'est moi et moi-même et ma curiosité. Qu'est-ce que je voudrais faire ? Et moi, j'ai toujours été intéressée par le cerveau. Pourquoi on pense comme on pense, pourquoi on ressent ce qu'on ressent. Et du coup, je suis retournée à l'université pour faire un master en neurosciences. En Angleterre ? En Angleterre. Super. Et cet intérêt pour le cerveau, tu saurais dire d'où il vient ? Depuis toute petite, une question, par exemple, qui me fascinait quand j'étais petite, c'est est-ce que tu vois, quand tu regardes le ciel, tu vois le même bleu que moi ou pas ? Ouais. Je sais pas, et comment on voit ça, comment on en parle, parce que tu vas pouvoir me le décrire, il n'y a aucun moyen juste en parlant. Donc, Mais il y a, je sais pas, tes parents ou autour de toi, tu avais des gens qui... Non. Parce que par exemple, moi, j'ai redécouvert ça parce que j'ai fait des études d'ingénieur, rien à voir, et je suis revenue au cerveau.
Mais en fait, ma mère était psychopédagogue et chez moi, il y avait des livres de Freud et tout à la maison. Donc en fait, je me dis, au final, je l'ai pas inventé de nulle part, cet intérêt pour la psychologie, pour le fonctionnement humain. Ah, c'est marrant, c'est possible parce que je lisais énormément quand j'étais petite et il est possible que j'ai lu certains livres qui m'aient marqué à l'époque. De mon souvenir, en tout cas, moi, c'est quand même plus venu d'une fascination pour le fait que je trouvais ça génial, le fait que on se ressemble tant en soi, de l'extérieur, tous, et pourtant, on a tellement de manières différentes de penser, de s'exprimer. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui va provoquer une émotion, pas provoquer une émotion, etc. Et pourquoi ça fonctionne comme ça? J'ai appelé mon podcast et ma boîte 108 milliards, parce que c'est l'estimation du nombre d'humains qui a existé depuis le début. Et il y avait ce côté, justement, on est à la fois tous pareils, on a tous les mêmes problématiques, en fait, depuis la nuit des temps, on se pose les mêmes questions, et en même temps, chacun de nous est unique, et c'est un peu comment on peut tous vivre ensemble et s'inspirer les uns des autres. Génial, ouais. Donc c'est un peu ça. Ok, donc à ce moment-là, tu reviens à l'université en te disant, donc le seul critère pour la première fois dans ta vie, le seul critère, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire si je m'occupais pas des autres ou de ce qui était le succès, si je m'occupais juste de... Ça me fait plaisir le matin de me réveiller pour faire un truc, c'est d'étudier le cerveau. Oui, et qui allait complètement à l'encontre de tout ce pourquoi j'avais optimisé ma vie et ma carrière jusque-là. Moi, je viens d'une famille, ma mère est algérienne, j'ai grandi dans une famille où mon père a fait beaucoup d'études, ingénieur. Ma mère a fait pas d'études du tout. Vraiment, elle a arrêté, je sais même pas comment ça s'appelait à l'époque, c'était même pas le brevet. Et elle a bossé dans des usines, femme de ménage, etc. Mais du coup, ce qui est assez drôle, c'est qu'en venant de deux expériences complètement différentes, les deux parents obsédés par les études de leurs enfants. Pour des raisons différentes. Ouais. Donc mon père, parce que pour lui, son succès était dû à ça. Ouais. Et ma mère, parce qu'elle aurait adoré en faire. Ouais. Et donc voilà. Et aussi sur le côté argent, toujours ce côté, il faut faire des études où tu vas derrière pouvoir avoir un bon salaire, payer ton loyer, etc. Donc pour moi, retourner à l'université, en Angleterre, c'est aussi pour ça que je l'ai fait là-bas, c'est pas du tout le même prix qu'aux États-Unis, mais bon, c'est quelque chose où il faut payer. Quitter mon job à Google, ne pas faire de start-up, etc., qui peuvent être des choses assez lucratives, et non, en fait, faire du freelance le temps que je fasse ces études, etc. C'était aussi très libérateur, en fait, parce que ça allait à l'encontre de tout ce qu'on m'avait appris et de toutes les décisions, les choix que j'avais faits jusque-là. Et en fait, c'est la première fois de ta vie que tu faisais des choix par toi-même. Et pas juste parce qu'on t'avait dit qu'il fallait faire ça. Oui, exactement. Et d'ailleurs, la réaction de tes parents ou de tes proches, des gens qui... Enfin, je sais pas, voilà, si t'as un compagnon ou... En tout cas, la réaction des gens qui te connaissent bien, qui vivent avec toi, à ce moment-là, est-ce qu'ils paniquent en se disant, mais elle est tombée sur la tête, ou ils sont plutôt encourageants, en mode, super, on fait ce que t'as à faire? Alors, ma mère, la panique totale. Ok. Alors, elle pensait vraiment que j'allais finir SDF, en fait. C'était vraiment hyper inquiète. En plus, ça a été assez soudain, cette décision. La start-up, elle comprenait pas trop. Mais comme j'avais été acceptée dans un accélérateur, pareil, elle savait pas exactement ce que c'était. Mais ça avait l'air relativement prestigieux. Elle se disait, bon, c'est la tech, je comprends pas trop, mais il se passe quelque chose. Retourner à l'école. Mais attends, mais l'école, c'est fini, là. Il est temps de travailler, tu retournes à l'école. Ça n'avait pas de sens du tout. Donc, alors, elle, la panique. Gros bisous à la maman d'Anne-Laure qui va peut-être écouter ce podcast. Tout va bien. Mais du coup, c'est aussi pour ça que pour moi, ça me touche énormément. Là, elle va venir, elle est là pour le lancement du livre en France. Et voilà, maintenant, ça va. Elle est hyper contente pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a eu une phase de transition, un moment liminal qui n'a pas été très facile. Mon père n'était pas forcément super d'accord avec le fait de faire ça, mais je pense qu'il se disait, bon, elle retrouvera un taf derrière si ça ne fonctionne pas. Et les amis, un peu confus, mais je pense que de notre génération, c'était un peu plus commun déjà de dire, quand je le présentais en fait, en disant, je fais un break, je prends un peu de temps pour réfléchir, en général, ça suffisait comme réponse pour... donc les gens de notre génération, un peu moins... gênée, se disait bon, elle est un peu perdue. Mais elle va revenir. Voilà, c'est ça. Moi, quand je me suis lancée dans le coaching, alors c'était plus tard, c'était en 2019-2020, je me souviens quand même d'un anniversaire chez une copine où il y avait que des start-upers et des VC et tout ça, où à un moment, il y avait un attroupement autour de moi et tout le monde prenait une tête un peu bizarre, genre « Mais Mounia, mais tu vas quitter le VC pour faire du coaching ?» Ça, avec un air un peu... Et à un moment, il y en a un qui m'a sorti... qui me disait, mais non, mais tu vas revenir dans le VC, tu viendras bosser avec moi, il a un fonds et tout. Il me dit, mais Mounia, à un moment, t'en auras marre de tes histoires de méditation, tu voudras un vrai travail.
Oh là là, non mais c'est incroyable. C'est quelqu'un de très En fait, il y a gentil, vraiment des préconceptions, des préjugés sur. Ouais. Oui, et c'est vrai, le coaching, il y a mais même plein de gens aujourd'hui, hein, je pense qu'ils considèrent pas ça comme un vrai métier. C'est comme moi. Euh, Moi, je suis, je sais même pas comment tu dis en français, online writer, les Anglais disent, Ouais. écrivain en ligne. Oui, Enfin, oui. c'est un peu. Ça sonne. Copywriter ou... Ouais, Ouais. mais ça sonne mieux en anglais, en fait, Ouais. parce que les Anglais, pour eux, c'est un vrai métier. T'inquiète, je Euh, suis la coach de la Startup Nation. On peut faire des franglais dans ce podcast. Génial, J'assume. super. Je suis en mode Vandame. Il y a vraiment aussi, oui, une notion, il y a des métiers qui sont des vrais métiers, mais qui ne sont pas considérés par certains milieux ou par certaines générations comme des vrais métiers. Et donc, oui, voilà. Donc, coaching, écrire une newsletter. Mais écrire une newsletter, au final, en fait, tu peux faire énormément d'argent en écrivant une newsletter. Tu peux avoir une vraie contribution, un vrai impact sur la vie de beaucoup, beaucoup de personnes, à une échelle d'ailleurs énorme, en fait. Mais d'ailleurs, il y en a plein qui ont commencé soit des newsletters, soit des podcasts en mode hobby, et qui finalement s'y sont mis à 100% parce que ça commençait à générer beaucoup d'audience, beaucoup d'argent. Donc, c'est la preuve que oui, c'est des vrais métiers, mais qui ne sont pas considérés par des gens qui n'ont pas réfléchi, qui savent pas, quoi. Ouais. Et puis parfois, ça part vraiment, souvent même d'ailleurs, hein, ça part d'une bonne intention. Moi, ma mère, elle était juste inquiète, en fait, parce que ça lui parlait pas. Elle veut ton bien, elle ne voulait pas. Oui, mais moi, ce qui m'a aussi amusée, c'est de retourner les gens. Donc, tous ceux qui m'avaient dit ça, pareil, ça venait d'une bonne intention, genre, oh là là, Mounia, elle fait sa crise de la 35e, ou je sais pas ce qu'elle fait comme crise. Après, ces gens-là, il y en a pas mal qui sont passés par mon coaching entre-temps et qui disent que ça a changé leur vie. Génial. Donc, je me dis, bon... Mais effectivement, il y a cette phase liminale où t'es plus... Genre avant, j'arrivais en soirée, ah bah t'es Vici. C'est facile, hein. En plus, pour le coup, les gens adorent. Et où t'es un truc que les gens comprennent pas, ou en tout cas, voilà, et t'es dans cette phase, t'as pas encore, entre guillemets, réussi. T'es encore, moi je me rappelle, c'était mes premiers coachings, le syndrome de l'imposteur, enfin tout ça. Et là maintenant, alors, les gens aussi sont rassurés parce que maintenant, mon business de coaching marche bien. Donc là, ça y est, je reviens dans des codes qu'ils connaissent, genre j'ai recruté des gens, j'ai un associé, je développe le truc, ça y est, ils sont rassurés. Mais effectivement, la phase liminale est très, très inconfortable. Et c'est important de revenir à soi, pourquoi on fait les choses, quoi. Oui, c'est hyper intéressant. C'est d'ailleurs, de toute façon, on va plus en parler, mais c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans le livre, justement. C'est comme ce sens de d'identité, en fait. À quel point c'est très rassurant de pouvoir communiquer facilement aux autres. Voici qui je suis. Et voici ma contribution à la société. Parce que quand on regarde au niveau de l'évolution de l'espèce humaine, en fait, il y a des milliers d'années, si tu n'avais pas un rôle précis dans la tribu, si tu contribuais pas d'une manière très claire, tu avais le risque de te faire éjecter. Et là, ça voulait dire la mort, en fait. Donc, du coup, on a tout en nous qui nous dit sois utile, sois productif et surtout, communique bien de manière très, très claire autour de toi. Hello, me virez pas, vous avez besoin de moi. Alors, du coup, quand tu es dans cet espace liminal et que, effectivement, du coup, tu produis plus, tu contribues plus de la manière très claire que ton rôle, donc dans ton cas, Vici, par exemple, que tu avais avant, moi, dans mon cas, Google Startup, t'as pas encore prouvé quelles seraient tes nouvelles contributions, et ben, ça fait vraiment peur. Et la seule réponse, effectivement, de notre génération, c'est OK, elles prennent du temps pour elles. Ça, mais c'est genre OK, elles vont revenir. C'est juste des longues parenthèses. Ok, donc du coup, à ce moment-là, donc toi, quand même, t'arrives à t'écouter et à faire ce que tu as à faire, même si les réactions autour sont mitigées. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Et ben, c'est là où j'ai commencé ma newsletter, en fait. Donc, c'est ça qui t'a mis, en fait, sur le chemin. Oui, et comme tu disais, avant qu'on commence l'enregistrement, quand on regarde ensuite, a posteriori, on voit tous ces fils qui se tissent et il y a une histoire, en fait, qui fait sens. Il n'y avait aucun moyen de prévoir que ça allait se passer comme ça. Mais donc, après avoir commencé mes études en neurosciences, j'ai découvert un concept en psychologie qu'on nous a enseigné qui s'appelle l'effet de génération, generation effect en anglais, qui montre que quand on génère sa propre version de quelque chose qu'on étudie, on va à la fois mieux le comprendre et mieux s'en souvenir. Et générer, ça peut vouloir dire écrire dessus, ça peut vouloir dire faire un podcast dessus, ça peut être vraiment n'importe quoi, une vidéo YouTube. Créer sa propre version du sujet qu'on a envie de comprendre. Se l'approprier d'une certaine manière. Exactement. Et en fait, au final, c'est quelque chose qu'on sait tous parce que nos profs nous disaient toujours à l'époque écrivez vos notes, utilisez vos propres mots, vos propres formulations, faut pas copier-coller, etc. Donc, voilà. Mais même maintenant, dans toutes les écoles où ils font des classes avec des enfants d'âge différents,
ils expliquent que les petits, effectivement, bénéficient des plus grands, mais que les plus grands bénéficient aux petits, bénéficient des plus petits, parce que le fait de leur expliquer Oui. fait que eux, ils s'approprient mieux leurs apprentissages. Oui, exactement. Oui, ils appellent ça l'effet Feynman, les Anglais. Ouais, peut-être. Du nom d'un grand physiciste. Physicien. Physiciste. Non, physicien. Physicien, merci. T'es resté longtemps en Angleterre, toi. Je suis partie, j'avais 20 ans, donc oui, ça fait longtemps. Voilà, qui lui a qui lui, en fait, quand il essayait de comprendre un concept où il avait un peu du mal, des trucs très, très complexes, en fait, il allait et il l'expliquait à ses étudiants. Et c'était sa manière à lui de vérifier qu'il avait bien compris un concept. Parce qu'il expliquait que s'il n'était pas capable, s'il se cachait derrière des mots compliqués, etc., c'était en général vraiment un signe qu'il avait juste pas compris, qu'il se mentait à lui-même un petit peu. Donc moi, j'ai découvert cet effet et je me suis dit, tiens, mais c'est super. Je suis exactement dans cette situation où j'ai beaucoup de nouvelles choses à apprendre qui sont assez compliquées. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre chaque semaine un sujet qu'on étudie et je vais écrire une newsletter dessus, mais je vais pas juste copier-coller le contenu, je vais vraiment essayer de traduire ça avec un langage que tout le monde peut comprendre et si possible aussi proposer des petits outils, des manières d'appliquer ces idées, ces recherches en neurosciences à la vie quotidienne, au travail quotidien. Donc j'ai commencé ma newsletter comme ça. Au début, je l'ai envoyée, je pense, à peu près à une centaine de personnes qui étaient des collègues, des amis. Je crois que ma mère était dessus alors qu'elle ne parle pas anglais, par exemple. Donc, histoire d'arriver à pas me parler à moi toute seule. Et la newsletter a grossi relativement vite, en fait. Super. Et c'est devenu, pour moi, ce sorte de bac à sable créatif, en fait, toutes les semaines. Et j'étais hyper heureuse de m'asseoir avec ma tasse de café, d'ouvrir mon ordinateur et de me dire, bon, OK, c'est quoi le sujet de cette semaine ? Et justement, quand tu dis elle a grossi relativement vite, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous donner des chiffres d'audience Oui, bien sûr. par rapport à ça ? Je crois qu'en 3 mois, j'étais à 10 000. Waouh. Et là, je suis à peu près 130 000. Waouh, c'est beau. Oui, je suis hyper contente et ouais, elle a vraiment trouvé son audience. Alors, justement, 2 questions là-dessus. La première, c'est déjà comment tu as pu, pour aller petit à petit vers le sujet du livre, comment tu as pu te motiver parce que tu dis j'étais contente chaque semaine, etc. Ouais. Donc là, quand tu le dis comme ça fait un peu poétique de naturellement, genuinely, j'ai gardé la motivation pendant des mois. Est-ce que c'est le fait que tout de suite elle prenne qui t'a motivé ? Si elle n'avait pas pris, est-ce que tu serais restée motivée ? Tu vois un peu machin. Et l'autre question, c'est est-ce que tu expliquerais le succès de ta newsletter par le fait que pour la première fois de ta vie, tu faisais un truc pour toi, parce que ça te plaisait, parce que tu étais vraiment à ta place. Un peu, tu sais, le côté qui peut paraître un peu, enfin en tout cas utopiste, de si vous êtes vraiment à votre place dans la vie, le succès viendra à vous. Ah oui, oui donc qui moi me parle absolument pas, donc c'est quelque chose, oui, donc je suis hyper contente que tu me poses cette question. Alors, comment j'ai fait pourquoi j'ai été motivée ? Est-ce que ça a été le succès de la newsletter ? Non, pas forcément, parce que je pense que le succès de la newsletter est venu du fait que toutes les semaines, je m'asseyais et je me disais, voilà, je vais le faire. Et elle a grossi vite, mais quand même, 3 mois, toutes les semaines, avec quand même des sujets de fond, etc. C'était du travail. Et donc, c'est pas comme si non plus je me suis réveillée et il y avait 10 000 personnes. Comment je me suis motivée au début ? Donc, en fait, j'ai décidé de faire une petite expérimentation où j'ai dit, je vais écrire 100 articles en 100 jours. Okay. Et donc, pourquoi ce format ? Premièrement, je me disais que, encore une fois, effet de génération, je voulais tester ça. De 2, j'avais toujours bien aimé écrire. En tant toujours petite, j'avais un journal, j'aimais bien écrire, j'écrivais des petits romans, des petites histoires, etc. Ça a toujours été un moyen de communication que j'ai adoré. Et de 3, je voulais vraiment savoir si ça me plaisait ou pas. Et je savais que c'était pas en écrivant 1 ou 2 articles que j'allais le savoir. Il faut une certaine répétition, en fait. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans le format de la méthode scientifique, où quand tu vois des études, ils te disent toujours on a fait tant de répétitions, en fait. On a testé avec tant de patients. Donc, on ne donne pas un médicament à une personne et on dit « Ouh, ça marche ». Il faut cette répétition qui permet de voir s'il y a un vrai motif, s'il y a un vrai pattern ou si c'est une coïncidence. Donc, je me suis dit « C'est parti ». Okay. 100 jours. Et pourquoi la newsletter a grossi ? Pas parce que j'étais passionnée ou j'étais à ma place ou quoi que ce soit. J'ai vraiment décidé d'apprendre en public, en fait. Donc, je l'ai annoncé.
J'ai dit que j'allais faire ça. Et ensuite, je suis plus trop active sur Twitter X maintenant, mais à l'époque, je l'étais et j'ai tout documenté. D'accord. Donc le build in public. Build in public. Et moi, je l'appelle dans mon travail, je l'appelle learn in public. Parce que c'est même pas juste build in public, c'est learn in public et vraiment cet apprentissage en public où tu te positionnes comme quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il fait, en fait. Vraiment. Il y a vraiment un positionnement très humble en fait par rapport au projet où tu dis alors moi je me lance là-dedans, je sais pas trop comment ça va fonctionner, je sais même pas si ça va fonctionner, je sais même pas si ça va me plaire en fait, mais je me lance, je me lance pour cette durée, ce nombre de répétitions. Et ça pour le coup tu t'y engages. Voilà, c'est un peu ce que tu appelles les pactes. C'est le pacte exactement. Ouais. Et j'appelle ça un pacte dans la méthode dont je parle dans le livre. C'est vraiment un pacte avec soi-même de dire je vais compléter ce pacte, donc je vais faire cette activité pendant cette durée. Et je vais attendre la fin de la durée pour décider, pour analyser la donnée, en fait. Comme un scientifique. Un scientifique, il commence pas une expérimentation et en plein milieu, il se dit, bof, en fait, j'aime pas trop ce que je vois. Au début, il écrit un protocole et il dit, on va faire ça. On va étudier ça pendant 30 jours. Et on ne touche pas au protocole tant qu'on n'est pas à la fin. Tant qu'on n'a pas collecté toutes les données. Et à la fin, on analyse. Et bien là, c'est pareil de dire, je vais le faire pendant 100 jours. Ça peut être beaucoup plus court. Je vais le faire pendant 2 semaines, je vais le faire pendant 3 semaines. Mais j'attends. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Il va y avoir des moments où, comme je disais tout à l'heure, effectivement, et je suis hyper contente parce que c'est hyper facile de peu romantiser le truc en disant tous les matins, j'étais hyper contente. Non, il y avait des matins aussi où je me suis assise et franchement, j'avais juste envie d'aller me recoucher. J'avais pas envie de l'écrire tous les jours aussi, parce que j'adorais. Donc, mais tu étais tenue par ton pacte. J'étais tenue par mon pacte. Mais tu sais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, je le travaille avec des personnes quand ils sont en train de monter leur boîte au début, par exemple, en coaching, où ils doutent à fond. Ils montent une activité, que ce soit une boîte ou quoi, mais ils sont en train de faire un truc nouveau et ils doutent à fond. Et leur problème, c'est qu'ils perdent beaucoup d'énergie à accorder du crédit au moment de doute. Et je leur dis justement, je n'utilisais pas ces mots avant de lire ton livre, mais maintenant, du coup, ça va m'aider à mieux formuler les choses. Je leur disais, vous prenez un engagement avec vous-même, vous mettez une date dans votre agenda, vous dites, le créneau, il s'appelle reconsidérer la décision machin. Et à chaque fois que votre cerveau va vous faire douter pendant la période, eh ben, vous pouvez le renvoyer. T'inquiète pas, le 25 mars, on a rendez-vous pour... Mais en attendant, perds pas d'énergie. En attendant, tu fais comme si c'était la seule chose qui pouvait arriver, etc. Parce que sinon, en fait, moi, j'aime bien dire, tu transformes tes décisions. Si au milieu de ton process, tu es tout le temps occupé à te demander si c'était une bonne décision, si c'était une bonne action de faire ça, tu la transformes en mauvaise décision. Et le truc, c'est de se dire, pendant une certaine période, tu pars du principe que c'était la meilleure chose à faire et qu'il n'y a rien d'autre. Et l'exemple que j'aime bien donner, c'est les relations amoureuses. Quelqu'un avec qui tu t'engages, soit tu te maries, soit en tout cas, c'est un engagement important. Implicitement, même si tu t'en rends pas compte parce que toi, tu es amoureuse et tout, mais la réalité, c'est que tu prends une décision que cette personne est la meilleure personne au monde pour refaire ma vie. Et heureusement, moi, je dis, si jamais on prenait pas ces décisions inconscientes, t'imagines, tu te réveilles le matin, le lendemain des fiançailles, en disant il y a peut-être un mec mieux sur Terre, là, il y a 4 milliards de mecs, il y en a un qui... Mais en fait, t'emmènes ta relation dans le mur en une semaine. Oui. Et donc, c'est vraiment se dire, on perd plus d'énergie sur le temps qu'on a décidé et qui est pertinent par rapport à... Par exemple, si tu dis monter une boîte, bah, tu peux pas décider 2 semaines, en fait, ça sert à rien. Donc, et pendant ce temps-là, t'es engagé. C'est un peu le... Exactement. Et comme tu dis, la durée, en fait, tu peux la moduler par rapport à l'expérience que tu as envie de conduire et de voir où tu amènes. Donc, ça peut être vraiment tout petit, parfois. Et ça peut être plus ambitieux d'autres fois. Mais comme tu dis, une fois que tu as décidé, tu le fais. Et tu attends. Et voilà. Donc, moi, j'appelle ça un pacte avec une durée. Toi, tu as cette date de rendez-vous à la fin. Et à ce moment-là, tu te poses, tu t'assois, toi avec toi-même et avec tes vraies données d'expérience, en fait. Donc là, ta décision, elle est plus basée sur mon pote m'a dit, j'ai lu dans la presse, il y a un podcast, ou etc. Elle est basée sur ta donnée à toi. Alors moi, j'ai une question qui m'a taraudée pendant toute la lecture de ton livre. C'est que je me disais... Enfin, en tout cas, sur moi, je me suis dit, maintenant que j'ai fait un certain chemin dans mon dev perso, notamment sur syndrome de l'imposteur, ma capacité à me reconnaître moi-même avant d'attendre la reconnaissance des autres, etc., pour moi, c'était fluide et j'entendais tout ça. Mais je sais que la Mounia d'il y a quelques mois ou quelques années, ou la Mounia de temps en temps, qui revient tout le temps,
elle est tellement influencée par des petites voix dans sa tête, justement ce fameux doute qui vient dire non mais t'es sûr. Et typiquement pour tout ce qui est justement learn in public, build in public, moi je sais que je me suis vachement confrontée aux réseaux sociaux, plus dans un esprit de dev perso, parce que je vois ce que ça me fait, comment ça me fait réagir de ne pas avoir des likes à mes posts, etc., que pour autre chose. Et je vois que c'est très compliqué de pas entendre cette petite voix pendant ce pacte. Est-ce que toi, tu n'as pas été confronté, notamment dans ces 100 premiers jours, du coup, enfin, dans ces 100 premières newsletters, donc c'est 100 premières semaines, c'était ça ton premier pacte, non mais regarde, là, tu as eu 3 lectures à ta première newsletter, ça sert à rien, personne t'écoute. Tu vois un peu la question ? Mais encore une fois, je crois pas que se débarrasser de cette voix, ça soit vraiment le but. Je pense pas qu'elle puisse disparaître. Et si à chaque fois qu'on entend cette voix, on se blâme en se disant bah attends quand même, je devrais être à un stade où je l'entends plus quand même cette voix, ça va rien arranger du tout, ça aide pas. C'est vraiment changer sa relation à cette voix. Dans le livre, je parle de ce que j'appelle la curiosité systématique, être systématiquement curieux. Donc c'est être curieux par rapport aussi à nos propres réactions. Donc, quand on remarque qu'on a cette petite voix, au lieu de se blâmer ou essayer de l'enfouir, de s'en débarrasser et de se dire « Oh là, attends, mais je suis censée être vachement plus forte que ça, je devrais pas avoir cette voix », de se dire « Ah bah t'es là, toi ». Donc, qu'est-ce que tu essayes de me dire ? Pourquoi tu es là ? C'est intéressant. Et il y a plein de choses à apprendre parce que quand on remarque que la voix, elle a tendance à se pointer à des moments particuliers, des conversations particulières, des carrefours particuliers dans la vie ou au travail, on peut se dire « Ah, intéressant, ça c'est quelque chose qui peut-être me fait un petit peu peur ». Ou peut-être que ça, c'est potentiellement une zone de croissance où, en fait, là, je sors de mon espace, de ma zone de confort et je vais devoir grandir, je vais devoir me pousser. Intéressant. Est-ce que je veux y aller ou pas ? Et là, on peut vraiment décider de manière consciente en se disant en fait, si, je veux y aller, je veux grandir, je veux tenter ce truc. Ou de se dire en fait, c'est pas le moment. Je peux avoir toutes ces autres choses qui se passent en ce moment dans ma vie ou ces autres projets, etc. Et tu sais quoi, cette petite voix, elle est en train de me dire que là, c'est quelque chose qui va devoir demander pas mal de travail. Et j'ai peut-être pas en ce moment l'espace mental pour le faire. Elle est hyper intéressante, cette donc voix, quand on l'écoute. s'autoriser parfois à se dire à cet endroit-là, peut-être j'ai une certaine fragilité, je vais pas aller me... Oui, c'est pas le moment, j'ai peut-être pas pas. envie. Et voilà. Et je vais te donner un exemple d'expérimentation, moi, par exemple, que j'ai faite, où j'ai décidé d'arrêter à la fin de l'expérience parce que, en fait, ça collait pas du tout. Et pour moi, ça a été YouTube. Donc, il y a eu une période où, je sais pas trop pourquoi, mais tout le monde autour de moi me disait « Ta newsletter, trop cool, mais il faut que tu fasses, faut que tu aies une chaîne YouTube, faut que tu lances une chaîne YouTube. Le futur, c'est YouTube. Si tu restes qu'avec la newsletter, tu vas devenir complètement outdated, has-been, etc. Donc, il faut faire YouTube. » Je me suis dit, bon, ok. J'étais suffisamment curieuse à cause de toutes ces personnes autour de moi, des personnes que je respecte beaucoup, qui me disaient ça. Ok, c'est parti. Du coup, j'ai fait un pacte et j'ai dit, je vais publier une vidéo sur YouTube toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année. Je pense que ça devait être septembre ou octobre, voilà, on va dire 3 mois à peu près. Et je l'ai fait. Et comme j'ai dit, quand on fait un pacte, vraiment, le truc essentiel, c'est de le finir. Et c'est pour ça qu'en général, le titre en anglais, c'est Tiny Experiments. Et en français, c'est Petites expériences. Je recommande vraiment, quand on n'est pas trop sûr, de partir déjà sur quelque chose de très petit pour le premier. Moi, donc les pactes, c'est plutôt je m'engage à faire 10 pompes pendant 4 jours que plutôt je m'engage à faire 100 pompes pendant 2 mois. C'est ça. Sauf si tu as déjà énormément d'expérience à faire des pompes. Et du coup, tu te dis, allez, on pousse un petit peu plus. Mais si c'est ta première fois, pars sur un truc petit. Moi, sur YouTube, peut-être que ce pacte, il avait été un peu trop ambitieux de base parce que, en fait, dans ma tête, je l'ai classé dans la même catégorie de création de contenu. Je me suis dit, mais moi, j'écris une newsletter, j'adore, facile. YouTube, c'est quoi ? La même chose, mais en vidéo. Pas du tout, mais c'est ce que je pensais. Et donc, je l'ai fait et j'ai absolument détesté l'expérience. Mais absolument détesté l'expérience. À chaque fois que je devais m'asseoir devant cette caméra et me filmer, j'étais hyper mal à l'aise. En plus, ça me stressait tellement que du coup, ça avait un impact derrière négatif sur plein d'autres choses, en fait. Parce que personnellement, je réponds souvent à l'anxiété par de la procrastination. Donc, ça veut dire que je procrastinais toute la matinée quand je savais que l'après-midi, j'étais censée enregistrer ma vidéo YouTube. Donc, ça avait tout un impact, etc. Les vidéos, elles sont toujours sur ma chaîne YouTube, donc les gens peuvent aller les voir. Tout le monde me dit qu'elles sont très bien, quoi. Mais c'est l'expérience interne... c'était vraiment pas ça. Et au final, j'ai décidé d'arrêter. Qu'est-ce qui a changé maintenant ? Maintenant, je sais, en fait.
que YouTube, c'est pas pour moi. Et quand j'entends des personnes qui me disent « Alors, YouTube ?» au lieu de me dire « Ah, peut-être », et de l'avoir toujours un petit peu, tu sais, tu te dis « Ah, peut-être que je devrais le faire et tout ». Non, je sais, j'ai collecté ma propre donnée et je sais que YouTube, c'est pas pour moi. On pourrait dire « Ah, en fait, ça a été un échec. Elle a raté, elle a pas… » Mais moi, je considère ça comme un succès parce qu'en fait, maintenant, je sais. Alors, on se dit quand même, quand tu nous dis ça, que… Enfin, tu nous dis ça, tu me dis ça, mais je me dis les auditeurs peut-être aussi. Il y a eu un chemin incroyable entre la Anne-Laure qui a commencé à bosser chez Google et la Anne-Laure qui, après un pack de 2 mois, 3 mois, se dit « Bon, c'est pas pour moi, c'est bon, c'est fini ». Imaginons que la Anne-Laure de l'époque ait fait ces 2 mois de vidéo YouTube avec plein de gens qu'elle respecte qui lui disent « Ah, mais YouTube, c'est obligé ». Est-ce que tu ne te serais pas acharnée en disant « Je ne peux pas me permettre de ne pas faire YouTube ». Enfin, là, j'ai l'impression que ton critère de base, c'est « Est-ce que je prends du plaisir ? Est-ce que je me sens bien quand je fais les choses ?» Oui. Alors que c'était peut-être pas du tout ton critère de base Ah oui, complètement. Et puis surtout, quelque chose d'aussi public qu'un projet comme celui-là, 10 ans avant, j'aurais continué juste parce que j'aurais eu toutes ces voix dans ma tête qui me disaient que vont penser les gens. La réalité, c'est que les gens ils pensent tomber. Mais les gens pensent rien du tout. Les gens, ils se réveillent pas le matin en pensant à nous. Moi, j'aime bien dire ça. C'est ça. Exactement. Tout le monde s'en fiche en fait. Ouais. Et je regarde 2 choses en fait. Maintenant, dont je parle aussi dans le livre, et je parle vraiment des critères internes et externes. En général, la plupart des gens qui ont une carrière qui fonctionne bien, ils sont très bons à regarder les critères externes. Critères externes, c'est un peu tout ce que tu peux mettre dans un fichier Excel, en fait. Donc, s'il y a un chiffre que tu peux mettre dessus… Nombre de vues sur ta vidéo. Les likes, les vues, etc. L'argent, tout ça. Critères externes. En général, on est très, très bon à mesurer ça, pas de souci. Critères internes. D'accord, mais tu te sens comment, en fait ? Certes, tu as eu 100 000 vues, 1 million de vues ou quoi que ce soit, mais l'expérience de produire ce contenu, elle était comment ? Le matin, quand tu te réveilles, tu te sens comment ? Quel est l'impact sur le reste de ta vie, sur tes relations ? Est-ce que tu vois toujours autant tes amis qu'avant ? Moins, peut-être ? Est-ce qu'il y a des effets, peut-être, qui ne sont pas ceux que tu voulais ? Et encore une fois, derrière, la réponse, elle va être différente pour tout le monde, une fois qu'on a regardé les critères. Il y a certaines personnes qui vont dire tu sais quoi, en ce moment, je dors beaucoup moins et je vois moins mes amis. Moi, pour moi, ce projet, il est tellement important. Et oui, les 3 prochains mois, j'y vais, c'est parti, parce que je veux créer cette fondation. Et très bien, mais c'est fait maintenant de manière consciente. Alors que d'autres vont dire mais non, mais en fait, moi, je faisais ça un peu pour le fun à la base. Et là, c'est en train de prendre une ampleur. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Ouais, on va peut-être réduire la taille du projet. Donc, mais on peut faire ça et on peut prendre ces décisions de manière intentionnelle et consciente que si on regarde vraiment tous ces signaux, à la fois externes et internes. Ce que ça m'évoque quand tu dis ça, c'est qu'effectivement, les signaux internes peuvent te permettre de, pas forcément d'ailleurs d'arrêter, mais juste de relativiser les choses. Par exemple, moi, mon truc, c'est que quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn, j'avais fait même un bootcamp avec une fille qui forme les gens à écrire sur LinkedIn, etc. Et on était un groupe de 20 filles. Et moi, j'avais l'impression que j'arrivais pas... J'ai jamais craqué le post à 15 000 likes, ou je sais même pas combien, ou même 1000 likes, etc. Et une des personnes qui nous coachait dans ce bootcamp me disait « Ouais, mais il y en a qui le font, effectivement. Mais toi, tu as un truc, Mounia, c'est que même tes posts à 50 likes, ils te ramènent des clients. » Effectivement, moi, l'équation, j'écris sur LinkedIn, j'ai des DM de gens qui veulent faire mon coaching, elle était là dès le début. Et d'autres strugglaient là-dessus. Elles faisaient des posts, mais ça faisait pas de chiffre d'affaires. Donc, elle me disait, tu crois que, si elles espéreraient tous être à ta place, et machin. Donc, elle me faisait relativiser. Mais quand même, donc j'ai continué à publier sur LinkedIn parce que pour moi, aujourd'hui, c'est une façon d'avoir des clients. Mais avec cette espèce de fantasme de le jour où je ferai un post qui cartonne, limite, ma vie serait accomplie, ou je sais pas comment je me sentirais. Et en fait, le jour où j'ai fait un post qui a cartonné, les signaux internes, ça changeait rien à ma life en fait. J'en avais rien à cirer. J'ai même pas été. Est-ce que j'ai été contente ? Franchement, j'ai eu un demi-sourire, mais ça changerait rien. Et ça, c'était intéressant pour moi parce que du coup, maintenant, je poste ce qui m'intéresse. J'ai repris plutôt plaisir à partager ce qui me tient à cœur. Aujourd'hui, je peux le dire, alors que franchement, ça n'a pas été le cas pendant longtemps. J'en ai plus rien à cirer de combien j'ai de likes parce que j'ai vu qu'en fait, ça changeait rien. Et si j'avais pas été attentive aux signaux internes de tiens, émotionnellement, t'es où ? J'aurais pu continuer à chasser en fait un goal qui n'était pas le mien, qui peut-être c'est pas mon sujet. Oui, et puis
quand on regarde pas ces signaux internes, encore une fois, on s'accroche énormément que aux signaux externes. Et quand autour de toi, t'as que des gens qui ont l'air en fait d'avoir leur succès au travers de ces signaux externes, toi tu t'accroches à ça en te disant elle est là la mesure de mon succès. Donc avoir les deux et ensuite savoir quoi faire avec. Donc dans ton cas par exemple, vraiment reconnecter à du contenu qui te fait plaisir, qui te parle, qui est aligné aussi avec tes valeurs. Parce que tu sais ce que ça fait quand tu te concentres que sur les signaux externes. Oui, en fait, maintenant, je fantasme plus l'état que je pensais être désirable. Je me dis, oui, bon, il est cool, mais en fait, on s'en fout, ça change rien du tout. Pour moi, en tout cas, personnellement. Et alors, du coup, maintenant, si tu devais expliquer justement à nos auditeurs qui n'ont pas lu ton livre, un peu, c'est quoi ta conviction et ta thèse sur... Toi, aujourd'hui, tu es une experte en tout ce qui est relatif à la productivité. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est une productivité qui est, pour moi, qui est saine, qui est durable et qui amène, selon moi, à un vrai succès. Pas à juste... je coach tellement de fois des gens qui... De l'extérieur, ils ont le succès. En fait, au fond, ils sont au fond du gouffre. Que justement, ça m'a beaucoup parlé. Comment tu l'expliquerais, toi, ta thèse ? En anglais, j'appelle ça mindful productivity. Donc, en français, productivité consciente. Et je pense que ça part de là. En fait, il y a malheureusement sur Internet beaucoup de contenu qui est autour de ce que j'appelle une productivité toxique. Donc, c'est vraiment l'idée de comment maximiser tes heures de travail, maximiser tes efforts, vraiment se pousser à ses limites pour travailler plus. Et je pense que c'est mieux de travailler mieux que de travailler plus. Et je pense aussi que c'est impossible de copier-coller ce qui a fonctionné pour d'autres personnes. Et donc, moi, j'y crois pas aux sortes de framework rigides où on te dit vraiment copie-colle, mais pas à pas. Pareil, il y a une énorme tentation quand il y a quelque chose qui a fonctionné pour toi de dire aux autres, voilà, c'est ce que j'ai fait, maintenant, faites la même chose. Et c'est pour ça que dans le livre, je parle tout le livre et beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon travail. Et ma conviction est autour du fait que je pense qu'on serait tous plus heureux et plus productifs et plus créatifs et on vivrait des vies à la fois personnelles et professionnelles beaucoup plus épanouies si on développait ce que j'appelle une mentalité expérimentale. L'idée, c'est encore une fois, on a parlé de la curiosité, d'avoir cette curiosité systématique, de se poser des questions, d'écouter tous les signaux. Ça veut dire les signaux externes, internes, mais ça veut dire les signaux positifs et les signaux négatifs, les signaux qui sont pas très confortables, qu'on a tendance à vouloir ignorer, regarder ailleurs. Non, un peu comme un scientifique, un peu comme un détective, se dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Toujours questionner ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et ça veut dire, par exemple, que quand on rencontre quelqu'un et on se dit « Mais c'est super ce qu'ils font. Est-ce que ça fonctionnerait pour moi ?» Mais de pas partir du fait que oui, forcément, et de se dire alors ça ressemblerait à quoi d'expérimenter avec cette approche. Et encore une fois, d'être curieux. Collecter sa donnée. Et ensuite, tu gardes ce qui fonctionne, tu changes ce qui fonctionne pas. Et en fait, tu fais des cycles d'itération expérimentale. T'appliques en fait un peu le principe de génération dont tu parlais, c'est-à-dire que j'expérimente, je m'approprie ce qu'on m'a transmis, mais je le fais à ma manière. Exactement. Et au final, c'est différent. Et à la fin, tu as ton propre système, ta propre méthode qui est unique, qui est alignée exactement avec ce dont tu as besoin. Et la dernière partie, c'est de complètement accepter et de ne pas le voir comme un problème, que ta méthode qui fonctionne pour toi aujourd'hui, ça se trouve dans un an, elle ne fonctionne plus. Parce que toi, tu vas changer. Le monde va changer, tes projets vont changer. Et donc, c'est complètement normal que tes approches, tes systèmes, tes méthodes évoluent avec tout le changement qu'il y a autour de toi. C'est pas un souci, c'est pas du tout un problème. Et donc, quand tu te rends compte que tes systèmes commencent à peut-être plus aussi bien fonctionner, au lieu de te blâmer, te dire attends, je comprends pas, j'étais hyper productif, je commence à procrastiner, etc., de se dire intéressant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça ? Il y a quelque chose à découvrir. Je vais me mettre en mode scientifique. Je vais utiliser cette mentalité expérimentale et je vais voir ce qu'on peut changer, ce avec quoi on peut expérimenter. Moi, j'aime bien dire aux gens que j'accompagne, etc., que petit à petit, c'est intéressant de repérer nos émotions motrices, un peu comme ton placard à épices, où tu dis, si j'ai que du sel et du poivre, c'est limité. Par contre, je vais avoir du curry, de la cannelle, que sais-je. Et petit à petit, c'est-à-dire, moi, je sais que quand je cuisine et si je mets un peu de curcuma, ça va être hyper bon. C'est mon truc, voilà. Et là, ce que j'entends, c'est que pour toi, et peut-être c'est une invitation pour aussi d'autres gens à expérimenter, la curiosité, cette approche, justement, je suis
un laborantin, une laborantine, et j'observe, je m'observe de l'extérieur comme on observerait un sujet, c'est une émotion qui peut être extrêmement motrice dans ces expérimentations et dans cette recherche de productivité consciente. Absolument. Moi, je suis persuadée que la curiosité, c'est le cœur de la construction d'une vie qui est consciente, qui est épanouie. Je pense sincèrement qu'il n'y a aucun problème qui n'est pas solvable avec juste un peu de curiosité. Qu'il n'y a pas d'émotion négative quand il y a de la curiosité. Parce que toute émotion, en fait, devient la source d'une question, quelque chose à explorer, une source d'expérimentation, de découverte de soi. Et je pense aussi que tout challenge devient beaucoup plus intéressant. Quand on se dit « Oh, c'est nouveau ça !» Voilà, vas-y, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va apprendre ? Tu sais, tu connais Brené Brown ? Oui. Donc, elle, c'est la mère, on va dire, de la vulnérabilité et de la honte. Toi, tu vas être Madame Curiosité maintenant. Tu vas être la Brené Brown de la curiosité. Ah, mais c'est vraiment je peux pas m'arrêter d'en parler. C'est vraiment... Ouais. Et à chaque fois que j'ai des conversations sur mon travail, ça revient toujours à la curiosité. Et alors, c'est un sujet pour moi qui mérite de changer un truc. C'est que ce que je remarque dans mon chemin personnel, dans le chemin de beaucoup de gens que j'ai accompagnés, c'est que il y en a pour qui c'est inné. Il y a des humains pour qui c'est inné, mais il y en a beaucoup où ça n'a pas été inné pour nous. C'est de s'aimer inconditionnellement. Le truc, c'est que tant qu'on s'aime pas, et on est tous plus ou moins là-dedans, en fait, une part de nous cherche continuellement des preuves qu'on n'a pas de valeur. C'est l'endroit où on confond la valeur qu'on crée avec la valeur qu'on a. Oui. Et donc, c'est-à-dire, la valeur qu'on crée, on peut, même le chiffre d'affaires qu'on fait, le nombre de lecteurs à notre newsletter, tout ce qu'on veut, c'est de la valeur qu'on crée. En fait, ça n'a rien à voir avec la valeur qu'on a. Moi, j'aime bien poser une question, parfois dire aux gens, mais à ton avis, est-ce que, je sais pas, le clochard en bas de chez toi, est-ce qu'il a autant de valeur que quelqu'un que tu admires, ou un prix Nobel de la paix, etc. Et la personne me dit, mais évidemment, c'est la valeur d'une vie humaine. Enfin, Après, on peut convenir selon certains critères, il faudrait les déterminer, que peut-être quelqu'un crée plus de valeur que quelqu'un d'autre à l'instant T. Ouais. Mais que c'est deux choses différentes. Et tant qu'on confond pour nous-mêmes, parce que c'est à l'endroit où on ne s'aime pas, la valeur qu'on crée avec la valeur qu'on a, on est incapable d'avoir ce regard de curiosité. Parce qu'en fait, on est en train de s'attendre au tournant. Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? C'est, ah bah tu vois, t'as fait tes newsletters, t'as fait tes posts, t'as eu que 20 likes. Bah, t'as pas de valeur. C'est jamais dit comme ça. Oui. Votre cerveau est plus subtil. Mais à la fin, c'est ça. À partir du moment où et c'est peut-être un engagement à prendre, un pacte. Tu prends l'engagement que à chaque fois que tu t'entendras confondre les deux, tu diras stop. Tu diras non, ça n'a rien à voir avec ma valeur. Alors, tu peux aller dans la curiosité. Et effectivement, c'est tellement plus vertueux de pouvoir prendre un pas de recul, de se dire « It's not about my value ». C'est juste « Ah, tiens, il y a un sujet là qui s'appelle Mounia, qui s'appelle Anne-Laure. Et tiens, il se passe ça. Quand tu penses ça, bah, tu procrastines. Quand tu dois faire ça, ça marche, etc., etc. » Et c'est vraiment... Tu vois, quand t'en parles comme ça, je me rends vraiment compte que la curiosité, c'est quasiment l'opposé de la peur, en fait, en réalité. Parce que ce que tu décris là, quand on confond la valeur qu'on produit, qu'on crée avec notre valeur qu'on a, notre valeur intrinsèque, elle crée aussi cette peur que si un jour on n'est plus capable de produire ce qu'on produit, de contribuer ce qu'on contribue, on va perdre aussi notre valeur. Et on revient à ce que tu disais, c'était dans les tribus, etc. Si tu n'étais pas très clair sur ce que tu apportais, le risque, c'était danger de mort. Exactement. Alors que une fois qu'on se détache de cette idée et qu'on comprend bien qu'on a notre valeur intrinsèque, et c'est marrant, ça me touchait un peu quand tu parlais de ça, parce que j'ai reçu un vocal de ma meilleure amie tout à l'heure qui ne peut pas venir au lancement de la version française et qui me disait « Félicitations pour tout ce que tu as fait, c'est vraiment génial que le bouquin cartonne autant, etc. etc. » Et à la fin, comme si elle se rattrapait un peu, elle me dit « Mais surtout, souviens-toi que même si tu n'avais pas fait tout ça, et même si demain tout ça disparaissait, tu es quand même toujours quelqu'un d'extraordinaire et ta valeur à toi, elle n'est pas dans tout ce que tu as produit. » Elle disait tout ce que tu as produit n'est qu'une manifestation en fait de toutes les choses extraordinaires que tu es, mais tu n'avais pas besoin de cette manifestation pour être qui tu es. Elle est forte, ta meilleure amie. Oui, c'est pour ça que c'est ma meilleure amie. Mais du coup, ça me touchait beaucoup quand tu disais ça, parce que ça me rappelait ce qu'elle m'avait dit. Et je pense que quand
justement, donc on comprend ça et qu'on a la chance, dans mon cas aussi, d'avoir des amis qui nous le rappellent quand parfois, encore une fois, la petite voix qui vient, mais c'est vraiment, ça aide d'avoir des amis, un entourage en général qui nous le rappelle. On peut passer en mode de curiosité au lieu d'un mode de peur, ou si jamais quelque chose ne fonctionne pas. Donc ça peut être à une petite échelle, ce que tu as décrit de dire, il y a eu que 20 likes. Ça peut être à une grande échelle. Moi, par exemple, tout le monde n'aime pas mon livre. Donc parfois, je vois des commentaires de dire, attends, moi... certains qui sont horribles, par exemple, c'est sur l'audiobook en anglais. Et j'ai eu des commentaires sur mon accent, mais ça fait mal au cœur. Arrête l'accent français en anglais. Ah bah ouais, et il y en a qui adorent, et il y en a qui disent elle aurait pas dû faire son audiobook elle-même. Il y a un mec qui a écrit ça m'arrache les oreilles, tu vois. Ah ouais. Voilà. Sympa. Et quand on est en position de curiosité, ça m'a permis, encore une fois, j'ai quand même eu la voix. Faut pas, voilà, je me suis dit, ouf. Ça pas idéaliser. Ah ouais, non, bien sûr, toujours la voix, le doute, etc. Mais une fois qu'on a eu ce moment de doute, on a eu cette voix, ce moment d'autocritique, de repasser en curiosité et de se dire, ok, intéressant. Et du coup, de se poser la question, ok, j'en pense quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une vraie question pour mon prochain livre? Parce que j'ai la possibilité potentiellement de demander à ma maison d'édition d'embaucher quelqu'un qui va faire l'audiobook. Et en y réfléchissant bien, je me suis dit, bah non, en fait, tous les commentaires positifs que j'ai eus dessus et tous les gens qui me rencontrent ensuite à des conférences, etc., qui me disent, tu sais quoi, c'est génial, j'ai passé 6 heures avec toi dans mes oreilles et là, je te rencontre enfin en personne, j'ai l'impression de déjà te connaître, etc. Bah, c'est pas grave. S'il y a 3-4 commentaires de personnes qui me disent que ça leur arrache les oreilles, je le referai pour le prochain livre. Oui. Mais c'est une décision qui maintenant est basée vraiment sur de la curiosité, mais pas aussi le côté de dire bah non, tiens, je vais réenregistrer moi-même, je vais leur prouver. Oui, c'est pas voilà, parce que qu'on réagisse d'une certaine manière à la peur, quelle que soit la réaction, c'est pas ça qui nourrit. Exactement. Là, c'est vraiment la curiosité qui t'a donné envie de refaire. Moi, j'ai adoré, j'ai écouté l'audiobook avec ta voix et j'ai adoré. Oh, merci. Là, vraiment, la majorité des gens ont l'air de. Après, moi, j'ai un accent tellement horrible en anglais que moi, j'ai un accent un peu pakistanais. Les franco... je vais pas te juger. Je pense que c'est vraiment la plupart des personnes qui ont eu au moins un tout petit peu d'expérience internationale n'ont pas de souci avec quelqu'un qui n'a pas un accent classique anglais. Mais certaines personnes, c'est pas forcément le cas. Et puis, de toute façon aussi, je me dis que quelqu'un qui prend le temps d'aller se connecter sur leur compte pour écrire quelque chose d'aussi, c'est fondamentalement méchant de dire ça sur quelqu'un, en fait. Feedback ou pas feedback, il y a des manières de donner le feedback. Je me dis souvent que leur vie, elle doit être potentiellement pas super aussi. Et donc, voilà, on passe à autre chose. Mais encore une fois, c'est pour ça que je veux pas cacher la réalité du fait que la réponse initiale, la réaction initiale, d'avoir vraiment quasiment de ce moment de douleur, de doute, de se dire oula, de se mettre, de douter de sa propre valeur, en fait. C'est exactement ce qui se passe dans ce moment-là. Elle est toujours là. Et derrière, le muscle, en fait, l'entraînement qu'on veut avoir, c'est de réduire le temps de souffrance et de passer le plus rapidement possible à nouveau en mode, comme tu disais, j'adore laborantin, laborantine, ce mode de curiosité. Mais là, honnêtement, c'était un tout petit peu moins clair pour moi à la fin du livre. Et maintenant, je l'affirme. Ce que j'entends, c'est que ta thèse, c'est que la curiosité est un antidote extrêmement puissant à la peur, à la haine de soi et à la procrastination morbide, entre guillemets, où on n'arrive pas à se réaliser ou à faire juste des choses qui nous font kiffer parce qu'on est constamment en train de douter de soi, quoi. Maintenant, je suis dégoûtée que la couverture soit déjà imprimée parce que c'est ça qu'on aurait dû mettre dessus. Tu feras des rééditions. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'il paraît que quand tu commences à avoir des haters, c'est que tu vas cartonner. Donc, merci à celui qui a dit que ça lui arrachait les oreilles. Il n'est juste qu'un prophète de ton succès. Génial. Ouais, c'est une bonne manière de le voir. Ouais. Écoute, j'ai vraiment adoré cet entretien, alors. Merci, moi aussi. Et vraiment, encore une fois, merci. Déjà de m'avoir invitée, de m'avoir permis de faire mon premier podcast en français, de m'avoir autorisé à caler des petits mots d'anglais physiciste, je savais pas comment, et de m'avoir posé des questions aussi intéressantes. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, on a dit qu'on discutait hors antenne d'autres podcasts qui ont beaucoup plus d'audience que moi, qui vont t'inviter. Mais moi, je resterai la première. Et ça, personne ne me l'enlèvera. Merci. À bientôt. Et ça coupe. Comment tu te sens ? Franchement, merci. Non, je te jure, tu m'as fait passer de... Je
pense que je peux faire des podcasts en français Mais de maintenant. ouf, bah, bien sûr que tu peux, Bravo, hein. mesdames. Même Baptiste a trouvé ça génial. Oui. Pourtant, il est très exigeant, Baptiste. Non, pour le coup, c'est très vrai.